qui est naturopathe, spécialiste dans l'accompagnement du sportif, mais je pense que Guillaume, tu vas te présenter mieux que moi. Il a été enseignant en STAPS pendant de nombreuses années. Il a un doctorat en sciences du sport, faut le dire, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de préparateurs en STAPS qui sont doctorats en sciences du sport. Il va nous présenter un domaine dans lequel il excelle. Prenez vos stylos, parce qu'il va nous donner plein d'informations. Bien entendu, Guillaume est prof, donc il sait vulgariser. Et Oui, non, je fais ça parce que je le connais depuis longtemps. Et des fois, quand il vulgarise pas, vous mettez dans le chat et il va revulgariser. Ne vous inquiétez pas. Il va nous présenter un domaine d'activité qui est en plein essor, parce que moi, ça fait presque 20 ans que j'exerce la naturopathie et on n'était pas nombreux en tant que professionnels en naturopathie à accompagner le sportif. Moi, c'était avec mon ancienne vie de sportive où c'était assez facile pour moi de me dire, allez, le sportif, c'est simple, je maîtrise. Voilà. On est quand même de plus en plus de professionnels en naturopathie à aller vers ce domaine, mais il faut quand même savoir accompagner un sportif. C'est pas du tout le même type de prise en charge que quelqu'un qui a une activité physique de 2-3 heures de sport par rapport à un sportif qui dépasse les 6 heures de sport par semaine. Là, Guillaume, il va nous présenter la nutrition et la micronutrition pour le sportif. Donc, je vous laisse avec Guillaume et au stylo. C'est bien, Jessica, je te vois. Ta stylo, stabilo, je pense que tu es opérationnel pour prendre des notes. bon, ben Alexandra m'a un petit peu présenté. Donc, effectivement, j'ai un doctorat en biomécanique et en physiologie du sport. Et je suis naturopathe et micronutritionniste et j'ai un cabinet sur Uzès dans le Gard. Donc, j'ai dû faire des choix pour évidemment vous raconter un petit peu la prise en charge du sportif en 45 minutes. Hein. Donc, évidemment, je ne vais pas raconter tous les micronutriments. Je vais zoomer sur plusieurs grands aspects. D'une part, la macronutrition du sportif, c'est quelque chose d'assez fondamental puisqu'on est sur un modèle relativement ancien de macronutrition dans la répartition des macronutriments, glucides, protéines, lipides. On verra que notamment, ça va être relativement important en fonction du profil de votre sportif. On aura une approche différente. Je ferai un zoom. Alors là, effectivement, Alexandra, ça sera le moment où il y aura un petit peu un petit peu de biochimie qui me semble nécessaire, mais vous inquiétez pas. Ensuite, il y a des explications plus pragmatiques dans la prise en charge, mais il faut bien comprendre que le stress oxydatif, le paradigme scientifique du stress oxydatif a changé ces 10-15 dernières années. Et les conseils qu'on donnait en micronutrition il y a à peu près 15 ans ne sont plus du tout valables aujourd'hui. Donc, il faut passer un petit peu par la compréhension du stress oxydatif pour ne pas faire de bêtises dans la prise en charge en micronutrition. Du coup, je zoomerai sur quelques micronutriments, donc les micronutriments qui me semblent clés chez le sportif parce qu'ils sont surutilisés. Et je terminerai, si j'ai le temps, parce que je pense que c'est quelque chose qui a déjà été traité dans le congrès, mais la spécificité du microbiote et la performance sportive. Hein. Toute l'idée de mon allocution, c'est le côté ergogénie. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la performance chez un sportif par la nutrition, la micronutrition. Et qu'est-ce qui, de l'autre côté, eh bien, va avoir des effets qu'on appelle ergolytiques, c'est-à-dire qui vont diminuer la performance. Alors, la macronutrition du sportif, il faut comprendre, moi j'utilise un moyen mémotechnique qui est assez simple, c'est que la performance sportive, c'est ce que j'appelle les 3 R. Donc, pour qu'on ait de la performance, et quand je parle de prise en charge de sportifs, je parle évidemment de prise en charge de sportifs avec un niveau suffisant, pas le sportif du dimanche qui va faire un petit footing. Là, on est sur du sportif dans lequel on a des troubles immunitaires parce qu'on va avoir de la dépression immunitaire tellement les entraînements sont violents ou forts en demande pour le système immunitaire. Donc, il faut qu'il y ait de la répétition dans l'entraînement. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle de la récupération. Hein. Les spécialistes dans le milieu de la performance sportive parlent de travail et de contre-travail. Et la notion de contre-travail est très importante. Ça veut dire que quand vous reposez, c'est aussi important que quand vous faites du sport. Donc évidemment, c'est super important de respecter et de savoir ce qu'on fait au niveau macronutriments et micronutriments pendant cette phase de récupération.
Et le troisième R, alors je n'ai pas mis nutrition parce que je voulais un moyen mémotechnique, donc je l'ai appelé restauration. Voilà. La performance sportive, ça va être ce triptyque entre la répétition d'un effort physique, la récupération nécessaire et la restauration qui va augmenter un petit peu toutes les déplétions qu'on va pouvoir avoir en glucides, en protéines, etc. L'idée, c'est que derrière, évidemment, si on a une bonne récupération, et évidemment, ce qui nous concerne particulièrement, nous, ça sera la restauration, donc la nutrition, c'est la qualité de ce cycle-là, puisque ça va conditionner la qualité du cycle catabolisme-anabolisme. Donc le catabolisme, c'est la phase du métabolisme pendant laquelle on a une dégradation après l'entraînement. Donc dégradation, ça va être quoi? Ça va être les cellules musculaires qui vont être abîmées, ça va être une déplétion des stocks de glycogène. Et le but du jeu, c'est d'aider par la récupération et par la nutrition pour que la phase d'anabolisme, c'est-à-dire la reconstitution des stocks, des cellules musculaires et du stock énergétique, se fasse le plus rapidement possible. Et c'est en ça qu'une approche naturopathique et micronutritionniste va être très importante. On a évidemment des effets dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais c'est qu'on va essayer de tamponner également l'acidification qu'on a par l'entraînement et de réduire les phénomènes inflammatoires, ce que je n'aborderai pas. Il faut faire des choix, malheureusement, je ne pourrais pas tout raconter. Donc, la posture de base, c'est de comprendre que le métabolisme journalier va démarrer par le métabolisme qu'on appelle basal, c'est-à-dire la quantité d'énergie dont l'organisme va avoir besoin pour remplir ses fonctions vitales. Et ensuite, évidemment, il va y avoir une partie qui va être liée à la pratique physique. Juste à titre d'information, il faut savoir que le métabolisme basal, c'est une consommation permanente du cerveau d'à peu près 20% de ce besoin métabolique basal, le cœur entre 15 et 20%, le poumon, on est à peu près sur le même ordre de grandeur, les autres organes remplissent 15 à 20%, et les muscles, ça fait à peu près un quart seulement de la consommation. Donc il faut bien comprendre que même chez un sportif, le métabolisme journalier, c'est la plus grande partie pour faire fonctionner le corps. On a un outil aujourd'hui qui a maintenant une dizaine, quinzaine d'années qui est très très utile et que je vous conseille à utiliser en cabinet, pas nécessairement que pour le sportif, mais pour toutes les personnes qui veulent contrôler leur poids, qui veulent savoir un petit peu leurs dépenses énergétiques. C'est ce qu'on appelle le MET, donc c'est l'acronyme anglais pour Metabolic Equivalent of Task, qui est une méthode qui permet de mesurer l'intensité d'une activité physique et la dépense énergétique. Voilà, le MET, c'est le rapport de l'activité sur la demande du métabolisme de base en kilocalories par kilo par heure. Donc c'est très simple, si je fais 80 kg, que je suis sur une activité métabolique de MET, alors j'ai mis 0,9, le sommeil c'est entre 0,9 et 1. Quand vous dormez, si je pèse 80 kg, ma consommation va être de 80 kilocalories par kilo par heure. D'accord ? Donc c'est un outil très simple. Par exemple, la course à pied à très haute intensité, on va être à 18 mètres, c'est-à-dire que ce chiffre-là, mon chiffre dans mon cas pour 80 kg, je vais devoir le multiplier par 18. Donc c'est un outil qui peut être utilisé évidemment pour connaître un petit peu la dépense énergétique d'un sportif, mais évidemment de n'importe quel consultant. Vous avez un diabétique qui veut un petit peu augmenter sa dépense énergétique, s'il marche une marche à vitesse normale, on est à 4 mètres. Donc marcher 1 heure, ça consomme 4 fois plus de calories que de rester dans son canapé. Donc c'est un outil très utile. Bien comprendre que lorsqu'on calcule le métabolisme total, c'est-à-dire le métabolisme basal multiplié par un indicateur. Cet indicateur, il est de environ, tout ça ce sont des valeurs moyennes évidemment, de 1,4, 1,37 lorsque vous êtes sédentaire. Lorsque vous êtes actif, ce chiffre va être multiplié par 1,5, 1,55. Donc, quelle est la différence entre actif et sédentaire ? Le sédentaire, il va aller prendre la voiture pour aller à la boulangerie à 500 mètres, là où l'actif, il va marcher en permanence sans pour autant être catégorisé sportif. Un sportif, lui, ce métabolisme basal, il sera multiplié par 1,8, et dans le cas du sport de haut niveau, ce chiffre peut monter jusqu'à 2. C'est-à-dire quelqu'un qui a une consommation basale de 2000 kilocalories par jour, lorsqu'il fait du sport à haute intensité, son besoin métabolique peut monter jusqu'à 4000 kilocalories. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, est nécessaire dans la prise en charge. Plusieurs petites remarques.
Ce chiffre-là, ces valeurs moyennes peuvent fluctuer selon différents paramètres. Évidemment, le type d'activité physique, la composition musculaire, bien comprendre que quelqu'un de très musclé avec un pourcentage de graisse maigre aura un métabolisme plus élevé que la même personne avec le même poids, mais moins de muscles et plus de graisse. Et évidemment, l'activité thyroïdienne, hein, si elle fonctionne bien, eh bien, ces valeurs sont relativement correctes. Si on a de l'hypothyroïdie, forcément, elles seront surévaluées, et inversement, si on a de l'hyperthyroïdie. Je vais m'appuyer pour comprendre bien la macrogénétique sur un modèle qui s'appelle la nutrigénétique. Pour quelle raison? Dans la prise en charge des macronutriments chez votre sportif, il faut comprendre qu'on va être relativement inégaux face à la manière dont on va métaboliser glucides, lipides et protides. Ça s'appuie sur un modèle qui a été mis en place dans les années 80 par Jean Dossé, qui a été prix Nobel de médecine, et qui spécule sur le fait que l'alimentation optimale n'est pas pour tous la même. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, je vais donner quelques petits chiffres issus de la littérature scientifique. On va passer assez vite, c'est juste pour comprendre l'aspect génétique. Hein, c'est que vous avez certains gènes qui vont faire, par exemple, vous avez un gène qui est sur le chromosome 19, qui est associé à une consommation plus élevée de glucides et plus faible en lipides sans prise de masse. Donc, les gens qui ont ce gène-là, ben, ils peuvent manger, on va dire par exemple 65% de glucides sans grossir, là où l'autre va manger 55% de glucides et stocker. Vous avez un autre gène qui s'appelle le FTO, qui est adapté à une alimentation riche en protéines. Donc, ce gène sera plus naturellement présent chez des gens qui font des sports de force. Et enfin, un dernier gène, le gène FG21, qui est impliqué dans le métabolisme des glucoses et des lipides et dans la synthèse protéique, donc dans l'accroissement des fibres musculaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si votre sportif a une prédisposition aux exercices de force, eh bien, elle va être liée à une difficulté à métaboliser les glucides. C'est-à-dire que son organisme aura une plus grande facilité à métaboliser les protéines, mais pas à métaboliser les glucides. Donc, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que nous sommes donc inégaux devant le métabolisme des glucides, et celui-ci va dépendre de ce qu'on appelle la myotypologie, c'est-à-dire le type de fibre musculaire. En d'autres termes, quand vous avez un sportif, pour voir avec lui son plan nutritionnel, hein, eh bien, on va regarder d'abord le pourcentage de glucides, de lipides et de protides qu'on va mettre. Ça sera fondamentalement différent si vous avez quelqu'un qui fait un sport d'explosivité ou si vous avez quelqu'un qui fait du marathon. Donc, c'est ce que je viens de dire un petit peu. Donc, la quantité nécessaire de glucides et de protéines va donc être dépendante de la capacité d'assimilation. Quelqu'un de fort, eh bien, va avoir une faible assimilation de glucides. Donc, le modèle standard de 60% de glucides va être probablement trop important pour lui. Par contre, il a une très forte assimilation des protéines. Et lorsqu'on va calculer sa quantité nécessaire de protéines, eh bien, il va falloir prendre en compte cet aspect-là. L'endurant, quant à lui, il a une plus grande assimilation des glucides, mais une plus faible assimilation des protéines. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un sportif de bon niveau, de haut niveau dans votre cabinet. La première chose que vous devez faire du point de vue nutritionnel, c'est savoir s'il est avec des fibres rapides, comme notre haltérophile sur la photo, ou avec des fibres lentes, comme notre sportif d'endurance. Évidemment, s'il a un sport qui est déjà marqué, vous n'avez pas à faire grand-chose. Hein. S'il vous dit « je viens vous voir parce que je fais de l'ultra-trail », il est endurant, on ne se pose pas la question. Je viens vous voir parce que je fais un sport réputé pour l'explosivité, c'est un volleyeur, c'est un sprinter, c'est quelqu'un qui est explosif, qui est fort, on sait qu'il a un plus grand pourcentage de fibres rapides, donc il a un plus grand potentiel à métaboliser les protéines. Mais vous avez ici un ventre mou de 40-50% de sportifs qui vont faire des sports qui ne sont ni marqués par de l'endurance, ni marqués par de la force. Par exemple, un tennisman, il y a des tennisman qui sont très explosifs et peu endurants, et d'autres qui ont le profil inverse. Donc, comment savoir un petit peu s'ils ont une capacité à métaboliser les protéines ou les glucides? Vous avez un test qui est relativement simple à mettre en place, qui a été mis en place par Charles Poliquin et le docteur Hatfield aux États-Unis, qui consiste à voir la force maximale de votre consultant et de regarder ensuite un pourcentage donné, combien de fois il peut soulever la charge. Donc, c'est ce qu'on appelle le test de force maximale. On va dans un premier temps chercher la charge maximale qu'il peut soulever une seule fois.
Alors évidemment, vous prenez un groupe musculaire, vous lui dites de faire le test sur un groupe musculaire en rapport avec leur activité. Hein. Faites pas faire quelqu'un qui court tout le temps un test avec le haut du corps, ça n'a aucun sens. Deuxième remarque importante, il faut que ça soit un exercice de force qu'il ait l'habitude, sur lequel il soit habitué. Sinon, évidemment, on va avoir une phase d'apprentissage. Hein. Donc là, j'ai illustré avec un squat complet. S'il n'a jamais fait de squat complet, ça n'a aucun sens de lui faire faire ce test-là. Lorsqu'on a trouvé le 1 RM, je prends un exemple très simple, notre individu qu'on a en photo, il soulève 100 kg en squat complet une fois, donc son record, c'est 100 kg. Il va se reposer une dizaine ou une quinzaine de minutes et il va descendre la charge pour faire 85% du 1 RM, c'est-à-dire de ses 100 kg. À partir de là, il va chercher à faire le plus grand nombre de répétitions et ça nous donnera un indicateur qui est très précis. Quand je dis très précis, c'est que notre méthode, la méthode la plus invasive, c'est de faire ce qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire qu'on va faire une carotte musculaire et on analyse ça sous microscope et on regarde le pourcentage de fibres rapides et lentes. Voilà. Et des études montrent que lorsqu'on fait ça, au sein du muscle, vous avez certaines parties du muscle qui sont plus rapides et des fibres plus rapides et d'autres plus lentes. Et si vous avez fait la carotte musculaire 10 cm à côté sur le quadriceps, vous n'avez pas le même résultat. Ici, on a un indicateur macroscopique qui est sur une activité, sur ce qu'on appelle un test non invasif. On n'est pas allé faire une prise de sang, on n'est pas enlevé un bout de bonhomme. Si votre sportif ne peut faire que 4 répétitions, il est fibre rapide. Vous n'avez pas à vous poser la question. C'est quelqu'un qui a une prédominance pour les protéines et l'utilisation de fibres rapides. Lorsqu'on est autour de 5-6 répétitions, on est sur un profil mixte, quelqu'un qui a probablement 50% de fibres rapides et 50% de fibres lentes. Donc là, on va lui faire un modèle nutritionnel un petit peu mixte. Hein. Et lorsqu'on va dépasser les 6 répétitions, on est sur des fibres lentes. Hein. J'ai déjà fait faire ce test à des gens qui font de l'ultra-trail. Eh bien, à 85% de 100 kg, par exemple, s'ils avaient fait 100 kg, ils sont capables de nous faire 26 répétitions. Donc, c'est un test qui est vraiment très discriminant. Lorsqu'on sait ça, lorsqu'on a posé ça, eh bien, on va pouvoir faire une répartition de ces besoins caloriques journaliers. Donc, je prends l'exemple d'une prise de muscle. Si vous avez quelqu'un qui est de type fibre rapide, comme on a sur la droite, donc qui a fait peu de répétitions à notre test, eh bien, on va pouvoir aller jusqu'à des protéines, jusqu'à 2,5 grammes par kilo de poids de corps dans sa journée de nutrition. D'accord ? C'est-à-dire que s'il pèse 80 kg, on peut monter jusqu'à 200 grammes, 250 grammes de protéines. Alors, ça peut paraître énorme. On est dans le cas de figure d'un sportif qui veut augmenter sa masse musculaire. D'accord ? Si je lui donne la même ration à quelqu'un qui est endurant, tout ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir un surplus de protéines qui va être éliminé par les reins. On va juste faire forcer les reins, mais il n'utilisera pas ces protéines pour faire de la réplétion de son stock de protéines après l'entraînement. Donc, il faut bien comprendre que cette méthode permet d'avoir quelque chose qui va être très personnalisé. Donc, je croyais que j'avais sous forme d'histogramme, je ne l'ai pas sous forme d'histogramme. Donc, bien comprendre que la répartition classique qu'on a depuis les années 60, je ne vais pas faire un long discours sur ce modèle-là qui est un petit peu quand même surfait, de 60% de glucides, 20 à 25% de lipides et 10 à 15% de protéines, lorsqu'on est dans le milieu sportif, dans le monde du sportif, on va regarder ça par rapport à cette idée de nutri-génétique. Donc, mon endurant, dans le cas présent, on va être effectivement sur un apport en glucides qui va être entre 50 et 60% de glucides, mais lorsqu'on va être sur un sportif de type force, on va avoir quelque chose dans lequel le taux de glucides va être très faible parce qu'il a une faible capacité à métaboliser les glucides et une forte capacité à métaboliser les protéines. Donc voilà, ça c'est la première couche en termes d'ergogénie sportive, c'est-à-dire bien choisir la planification nutritionnelle en termes de macronutriments. Je vais passer sur la deuxième partie où je vais parler des micronutriments, mais pour parler des micronutriments, il m'est nécessaire de vous expliquer un petit peu la problématique du stress oxydatif dans le sport intense. Alors, je définis rapidement le stress oxydatif. On va voir ce que c'est que l'oxydation et la production de radicaux libres. Mais la question qu'il faut poser et sur laquelle, malheureusement, les gens qui n'ont pas une mise à jour un petit peu scientifique ont tendance à vouloir combattre le stress oxydatif avec des grosses doses de compléments alimentaires dits antioxydants et on va voir que ce n'est pas du tout la bonne idée.
Alors, les radicaux libres, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais on va quand même le repréciser. Ils sont produits à partir de l'oxygène qui va servir à la respiration mitochondriale et qui va devenir toxique lorsqu'elle va s'oxyder. Hein, c'est l'exemple que vous avez en haut à droite de la pomme qui s'oxyde très très vite à l'air et qui va produire ce qu'on appelle des radicaux libres ou encore des espèces réactives de l'oxygène. Donc, dans tous mes petits schémas de biochimie qu'on va voir après, on va appeler ça héros, une espèce réactive de l'oxygène. Le radical libre, c'est un atome qui a perdu un électron et qui va devenir instable. Donc, il va faire quoi? Il va devenir agressif, il va arracher l'électron à l'atome qui est à côté de lui, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la cascade oxydative. C'est donc une réaction en chaîne agressive et qui va avoir tendance à dégrader les lipides, dégrader les protéines, dégrader l'ADN. Donc, on parle d'espèces réactives oxydées, HERO. Sur la littérature anglaise, vous aurez ça sous l'acronyme ROS. Donc, voilà, schématiquement, la perte d'électrons. On a, pour faire face à ce stress oxydatif, on a deux systèmes de défense. Il faut bien comprendre que ces deux systèmes de défense ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Vous avez sur ce schéma ce qu'on appelle la pyramide de la défense antioxydante. Et vous avez le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les antioxydants tampons ou secondaires. On y trouve la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, le glutathion, la coenzyme Q10, la mélatonine, les polyphénols, les flavonoïdes, les curcuminoïdes qu'on retrouve dans le curcuma avec leur principe actif, la curcumine, les caroténoïdes, tous les précurseurs de la vitamine A, qui sont des antioxydants secondaires. Leur particularité, c'est qu'ils sont de nature exogène, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient apportés par l'alimentation. Donc, évidemment, dans des conseils nutritionnels, il est fondamental de donner des conseils pour qu'on ait cette zone tampon, cette zone de défense de deuxième grade qui soit optimale. Le deuxième niveau de défense, c'est le haut de notre pyramide, ce sont les antioxydants dits primaires et qui sont de type enzymatique. Ils sont endogènes, c'est-à-dire qu'ils sont fabriqués par l'organisme. On y retrouve la glutathion peroxydase, la catalase et tout en haut de la pyramide, le superoxyde dismutase, le SOD. Il faut bien comprendre que vous avez par exemple le glutathion, donc qui est un antioxydant secondaire, endogène, eh bien une molécule va neutraliser un héros. Et lorsqu'on va être sur du superoxyde dismutase, une enzyme va neutraliser jusqu'à 1 million de héros. Donc même notre pyramide, elle ne rend pas compte un petit peu du pouvoir différentiel. Hein. C'est-à-dire que les antioxydants tampons vont pouvoir travailler sur un stress radicalaire faible. Mais par contre, le système enzymatique, il va falloir qu'il soit optimal parce que là, on a quelque chose qui est du domaine du 1 million de fois plus puissant. J'ai décidé de juste zoomer sur le glutathion parce que je ne pourrais pas un petit peu raconter toute la liste de ce qu'il y avait dans cette pyramide. Il faut bien comprendre qu'on a une perte linéaire du glutathion avec l'âge. Donc, plus votre sportif est âgé, plus naturellement, il va être à mal de cette perte de glutathion. Il faut bien comprendre qu'il protège des UV, qu'il est également utilisé dans les défenses, notamment de détoxification du foie en phase 2, donc la conjugaison des xénobiotes. Il va servir à la synthèse des protéines, donc il est évidemment fondamental dans toutes les activités sportives de type force. Il va permettre la croissance et la division cellulaire, c'est surtout un antioxydant relativement puissant, et il va permettre de réguler les enzymes de haut grade. Son cycle nécessite du sélénium, de la B2 et de la N-acétylcystéine. Voilà. Je le conseille notamment en cas de stress oxydatif à raison de 500 mg par jour. Il a un seul inconvénient, c'est qu'il a tendance à s'oxyder. Donc, si on a peur qu'on ait trop d'oxydation et que ce glutathion s'oxyde, eh bien, on travaille sur ce qu'on appelle son précurseur et à ce moment-là, on va donner plus de N-acétylcystéine. Notre système de défense endogène. Donc, là, on est un petit peu de biochimie. Je vous la présente uniquement pour vous faire comprendre les micronutriments clés dans les défenses endogènes. Vous avez ici notre petit schéma, vous avez notre mitochondrie qui va utiliser l'oxygène pour fabriquer de l'adénosine triphosphate qui est notre source d'énergie.
cet oxygène peut s'oxyder et par l'anion superoxyde devenir de l'oxygène singulé, notamment les ultraviolets, eh bien, sont une attaque radicalaire qui vont produire de l'oxygène singulé. De l'autre côté, notre O2, eh bien, lorsqu'on a des enzymes en quantité suffisante, de la superoxyde dismutase au sein du cytoplasme et de la mitochondrie, eh bien, au lieu de partir vers le bas, vers l'oxygène singulé, elle va partir vers la droite pour fabriquer de l'H2O2. Et cet H2O2, eh bien, elle a encore deux possibilités. Soit vous avez un stock enzymatique suffisamment costaud, fort, en quantité avec de glutation peroxydase, donc qui est l'enzyme qui va permettre la fabrication tout simplement d'une molécule d'eau. Et si vous manquez de glutation peroxydase, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir du stress oxydatif avec la lipopyroxine qui va être du stress oxydatif majeur. Donc, on voit que les enzymes qui catalysent eh bien, vont faire que soit on part vers la voie qui va vers le bas, qui va faire du stress oxydatif, soit on part vers la voie horizontale par les enzymes de haut grade et qui vont permettre un petit peu de tamponner de manière très importante le stress oxydatif. Je vais remontrer le même schéma, mais cette fois-ci en ne montrant pas les enzymes, mais les micronutriments qui sont nécessaires à la fabrication des enzymes. Donc on a le même schéma, mais cette fois-ci, au lieu du superoxyde dismutase, eh bien, j'ai mis les micronutriments dont a besoin cette enzyme pour être fabriquée. Donc, on a le cuivre, le zinc et le manganèse. Dans la réaction d'oxydation et du radical hydroxyle, on a le cuivre et le fer. Donc, le cuivre et le fer, un apport trop important, ou un sportif dans lequel un bilan biologique montre une ferritine très élevée, eh bien, c'est un vrai problème puisque ça va amener, au lieu de partir sur nos flèches horizontales qui sont antioxydantes, on va partir sur les flèches verticales, qui est donc du stress oxydatif. Trop de cuivre, trop de fer va faire ce qu'on appelle la réaction de Fenton et va amener à du stress oxydatif. Le sélénium va être également nécessaire pour la glutation peroxydase pour combattre ce stress oxydatif et empêcher la fabrication ou diminuer la fabrication du radical hydroxyle. Donc, de manière très pragmatique, ça veut dire qu'il faut faire attention au stock de cuivre chez votre sportif, au stock de sélénium, au stock de zinc, et au stock de manganèse. Alors, je ne vais pas m'étendre sur tous les aliments qui sont riches en ces micronutriments. Vous les avez sur les petites illustrations au-dessus. On peut juste noter que le sélénium, 1 à 2 noix du Brésil, vous avez 100% du stock de sélénium. On peut noter également que le zinc est très utilisé par les défenses immunitaires, donc en période de grippe, en période de Covid, il est surutilisé. Les besoins journaliers sont autour de 15 mg, ils peuvent être multipliés par 5. Et donc, bien penser que lorsqu'on est malade, bien, ce zinc va être utilisé par le système immunitaire. Il ne peut pas être utilisé en même temps par le système immunitaire et en même temps par cette lutte antioxydante. Donc, après cette petite biochimie, on va aller sur des choses beaucoup plus concrètes. J'ai pris 2 articles phares dans l'histoire des antioxydants. Le premier, c'est un papier qui date de 1993 et qui est ce qu'on appelle une revue de littérature, c'est-à-dire c'est le plus haut niveau de preuves scientifiques, puisque ça va chercher tous les articles qui ont été écrits sur le stress oxydatif et les antioxydants, et ça va faire par des méthodes statistiques une tendance à dire, ben voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, ça se passe plutôt comme ça. En 1993, on disait quoi? On disait qu'il fallait prendre absolument, se complémenter de manière importante en antioxydants secondaires, vitamine C, E, bêta-carotène, etc., afin de combattre les attaques radicalaires liées à la pratique sportive intense. Donc en 1993, même jusqu'aux années 2000, voire 2010, eh bien, il était très courant de dire ben, tu es sportif, tu t'entraînes 2 fois par jour, tes défenses immunitaires vont être basses, prends de grosses doses de vitamine C, 2 grammes, 1 gramme, 2 grammes de vitamine C, prends de la vitamine E, de la vitamine A à très haute dose, c'est très important, ça va tamponner cette attaque radicalaire. 2019, nouvelle revue de littérature par une équipe italienne, conduite par le docteur Antonioni, qui montre un revirement de ce qu'on appelle de paradigme dans les études scientifiques, c'est-à-dire de théorie
qui font foi ensuite et qui vont, comment dirais-je, découler les conseils pragmatiques, qui s'intitule l'homéostasie redox, donc sur l'oxydoréduction, qui est réalisé sur 35 études et qui montre qu'il y a ce qu'on appelle un effet ubiquitaire ou contradictoire, et que si on supplémente un sportif avec des hauts niveaux d'antioxydants secondaires, eh bien on va bloquer la fabrication d'antioxydants de haut grade. Donc ça, c'est fondamental de comprendre ça. Et ça s'explique par ce qu'on appelle des facteurs de transcription. Vous avez ici une cellule et vous avez ce qu'on appelle un NRF2. Donc le NRF2, hein, c'est un facteur de transcription, c'est le facteur de transcription nucléaire facteur érythroïde 2, et donc qui a comme boulot, comme tous les facteurs de transcription, de donner une information au sein de la cellule pour qu'elle puisse produire un gène. Si vous mangez des phytonutriments par l'alimentation, ici comme on a sur cette petite illustration, avec beaucoup de fruits rouges, beaucoup de polyphénols qui vont être à des valeurs qu'on appelle physiologiques, vous allez activer ce NRF2 qui va se coupler avec une protéine qui est la protéine KEAP1 au sein du protéasome. Et lorsqu'on va avoir ce signal-là, ça va rentrer dans le nucléus, donc dans le noyau de la cellule, et ça va produire ce qu'on appelle une réponse, un élément de réponse antioxydant, donc l'acronyme ARE en anglais, et qui va produire un gène d'expression antioxydant. Donc je résume, si je mange beaucoup de phytonutriments, j'active l'ANRF2, le facteur de transcription, qui va se coupler à la KEAP1, qui va aller au sein de la cellule et qui va envoyer une information, fabrique-moi un gène d'expression antioxydant. Et là, on est parti pour envoyer une haute dose de superoxyde dismutase, de glutation peroxydase, c'est-à-dire le haut de notre pyramide de lutte contre le stress antioxydant. Si je fais de l'exercice physique de manière importante, eh bien, je vais produire du stress oxydatif, les célèbres HERO, donc espèces radicalaires oxygénées, et ces héros vont activer le NRF2, et donc comme les phytonutriments, ça va faire la même chaîne, ça va se coller à la protéine KEAP1, ça va envoyer la fabrication d'un gène d'expression antioxydant, et ça va fabriquer des antioxydants enzymatiques de haut grade. Qu'est-ce qui se passe si je prends des compléments antioxydants? Je suis sportif de haut niveau, allons-y, je vais me mettre 1,5 g de vitamine C tous les matins ou à chaque fois que j'ai fait du sport, comme ça je suis sûr que je bloque l'attaque radicalaire. On va avoir l'effet, ce qu'on appelle l'effet ubiquitaire, c'est-à-dire que lorsqu'on va augmenter trop cette dose-là, ça va bloquer effectivement le stress et donc le héros que vous avez dans mon petit nuage vert. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le NRF2 ne va pas être activé, donc ce qu'on appelle l'effet d'induction de NRF2 ne va pas avoir lieu, excusez-moi, et donc on n'aura pas de gène d'expression antioxydant. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si je donne trop de compléments antioxydants, je vais bloquer la production d'antioxydants enzymatiques de haut grade. Donc, ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire j'ai choisi de prendre les micronutriments qui me semblent le plus importants et de voir un petit peu comment ça fonctionne. Bien comprendre que là, je suis en train de parler de stress oxydatif pour des sportifs de bon niveau. Ça peut être des sportifs qui s'entraînent sans forcément faire de la compétition, mais on a du stress oxydatif dès lors que notre activité va dépasser 70% de la VO2 max. Donc les sportifs connaissent bien hein, cette utilisation. 70% de VO2 max, on y est vite. Hein. Si vous courez une vingtaine de minutes et que votre pouls est à 170 quand vous courez, vous avez dépassé largement les 70% de VO2 max. Hein. L'activité mitochondriale va être surmultipliée par le sport. On va avoir également des problèmes liés au choc et au sport intense qui va créer des troubles de l'assimilation par une augmentation de la perméabilité intestinale et qui va surconsommer du fer et de la vitamine B12. Donc, je vais zoomer sur quelques micronutriments. Le premier, c'est la vitamine C. Je vais aller assez vite sur ce à quoi elle sert, car je pense que vous le savez tous. La biosynthèse du collagène, elle travaille évidemment pour le système immunitaire, notamment pour fabriquer du glutathion, la cicatrisation, le recyclage de la vitamine E. Elle facilite l'absorption du fer non héminique, donc du fer qui vient des végétaux. Elle synthétise notamment des neurotransmetteurs. Et voilà, au final, il faut bien comprendre qu'on a une bascule qui se fait autour de 500 mg, c'est-à-dire que dès que vous allez dépasser 500 mg de vitamine C par jour chez un sportif de haut niveau avec du stress oxydatif important, eh bien, au lieu d'augmenter la performance, ça va altérer la performance.
Les études ont montré notamment que dès qu'on dépasse 1 gramme, on va diminuer les performances sur des charges lourdes. Donc, ce n'est pas juste un phénomène biochimique en marge, c'est un phénomène biochimique qui impacte directement sur la performance sportive. Je résume sur le petit schéma. Si je cherche mon statut biologique en vitamine C, il va être bloqué par une alimentation pauvre en fruits et légumes, par du stress chronique, par de la pollution, par du tabac et par la contraception orale. D'un autre côté, il va être augmenté par une alimentation riche en fruits et légumes et par une supplémentation. On va avoir une pro-oxydation mitochondriale lorsque l'apport va dépasser 1 gramme, la performance va être diminuée. Lorsqu'on a un apport entre 200 et 500 mg, si le déficit est avéré, la performance est augmentée. Donc là, c'est le cas typique de ce qu'on a vu un petit peu de manière théorique, c'est-à-dire qu'une production de héros par le sport, si on la tamponne trop par des antioxydants de bas grade, eh bien, ça va bloquer la production d'antioxydants de haut grade et d'antioxydants enzymatiques. Deuxième, c'est pas micronutriment, c'est même pas une vitamine, c'est une préhormone, la vitamine D3. Pourquoi faut-il en parler? Pour plusieurs raisons. D'abord, comprendre que c'est une pseudo-hormone qui est fabriquée à partir du cholestérol et des UVB. Elle va bientôt être gratuite. À partir de fin avril, eh bien, les UVB traversent l'atmosphère de manière plus verticale et donc elle permet la synthèse de la vitamine D3 directement par le soleil. Mais grosso modo, de septembre à fin avril, vous n'en aurez pas assez par le soleil. Elle régule près de 900 gènes, notamment certains en lien avec l'immunité. Elle est un modulateur de l'inflammation et de l'efficacité musculaire. Les études montrent qu'on a 56% des athlètes qui sont en déficit de vitamine D et 100% l'hiver. Le stockage se fait dans les cellules adipeuses, ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont un faible stock de graisse, je pense notamment à tous les coureurs en endurance, sont plus, ou dans les catégories de sport à poids, sont plus à risque de carence. Pourquoi elle nous intéresse en termes d'ergogénie, donc d'augmentation de la performance, c'est que la vitamine D3 a un effet anabolisant. Il augmente la taille et le nombre de fibres de type 2, donc de fibres rapides. Elle augmente également le taux d'IGF-1 et de testostérone. Et elle réduit les dommages musculaires post-exercice. Ça a été montré notamment dans des exercices pliométriques, dans des exercices de rebond. Et elle réduit la perte de puissance. Par quel mécanisme ? Le mécanisme, il est simple, c'est que les hormones androgènes sont fabriquées toutes à base de vitamine D3. Donc, si vous manquez de testostérone libre, eh bien, dès que vous allez remonter votre stock de vitamine D3 de manière purement biochimique, votre niveau de testostérone libre va remonter. Donc, tous les sportifs qui ont un taux de vitamine D3 déficient ou carencé ont un stock de testostérone libre eh bien, qui est faible. Donc forcément, si on monte la D3, on va monter le taux de testostérone. L'augmentation de la force via la supplémentation reste un moyen efficace en cas de déficit avéré, c'est-à-dire que si vous avez un stock de vitamine D3 suffisant et que vous produisez un taux de testostérone suffisant, ce complémenté sera bien pour l'immunité, mais ne changera rien pour l'ergogénie et de la production de force. Autre impact de la vitamine D3, elle fabrique des neurotransmetteurs comme la sérotonine, donc elle permet la fabrication de la testostérone. Lorsqu'on va être à une intensité inférieure à 70% de la VO2 max, eh bien, elle va renforcer les défenses immunitaires. Et lorsqu'on va être dans une intensité supérieure à 70% de la VO2 max, on va avoir ce qu'on appelle une immunodépression liée au sport. Et alors à ce moment-là, le taux de vitamine D3 va être fondamental. Concrètement, c'est une vitamine sur laquelle il est nécessaire d'objectiver son taux par une prise de sang. L'objectif, c'est d'arriver dans une zone optimale. La zone optimale, c'est 60 à 80 nanogrammes par millilitre. Alors attention aux unités pour la vitamine D3. Hein. Il y a 4 unités différentes, donc vous ne mélangez pas les pinceaux avec les moles et les nanogrammes. Moi, je préfère utiliser les nanogrammes. Pour complémenter, moi j'ai une règle assez simple. Je donne 10 000 UI par jour. Ça remonte en moyenne pour un athlète qui fait 75 kg, ça remonte d'à peu près 10 nanogrammes par millilitre par tranche de 15 jours. Ce qui veut dire qu'on ne remonte pas de la vitamine D3 d'un seul coup. Hein. On couple avec de la vitamine K, notamment si on a des prises qui vont être supérieures à 10 000 IUI.
Troisième micronutriment sur lequel j'ai décidé de zoomer pour son effet ergogénique, c'est le magnésium, parce qu'il est évidemment surutilisé et qu'il est fondamental dans notre métabolisme. Il va réguler plus de 300 réactions enzymatiques. On le retrouve très peu dans le sang, il n'y en a qu'1% dans le sang, le reste est réparti entre muscles, os et foie. Il va nécessiter de la vitamine B6 et de la taurine. Il va permettre la biosynthèse de la mélatonine et de la dopamine. On a 70% de carencés dans la population française. Donc, autant vous dire que chez les sportifs qui vont surutiliser du magnésium, eh bien, ce pourcentage va être encore plus élevé. On verra que les formes organiques sont également importantes, je le dirai à la diapo d'après. Il a des effets ergogéniques. Alors, sur le duméphon, il n'y a aucune étude. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Ça veut dire que jusqu'à présent, il n'y a pas d'études qui ont montré un lien entre augmenter son stock de magnésium et augmenter la performance sportive. Par contre, sur l'explosivité, eh bien, il y a plusieurs études qui montrent que ce complémentaire magnésium va augmenter la performance. Ça a été montré chez des volleyeurs qui ont amélioré leur détente uniquement à raison de 350 mg de magnésium élément par jour. Par quel phénomène? Eh bien, vous le savez, hein, puisque quand vous manquez de magnésium, vous avez des crampes, ce qui veut dire que lorsque vous manquez de magnésium, le cycle contraction-relâchement musculaire qui est fondamental dans la fluidité du geste sportif, eh bien, il sera non optimal. Donc, si j'augmente un stock de magnésium, eh bien, leur relaxation, le relâchement musculaire sera plus optimal, et ce qui explique du gain de performance. Dans cette étude, c'est assez bluffant, hein. Sans autre forme que juste complémenter, les sportifs du groupe magnésium avaient une performance qui a été augmentée de 3 cm par rapport au groupe placebo. Une autre étude a été réalisée qui est intéressante parce que là, ils ont choisi de complémenter de 100 à 500 mg de magnésium par jour sur des déficiences avérées. Alors, ce n'est pas qu'ils ont choisi des sportifs avec une déficience avérée, c'est qu'ils se sont aperçus que tous les sportifs, donc c'était sur des sportifs de haut niveau, hein, en basketball, vous avez le titre là en haut à droite, handball et volleyball, eh bien, ils étaient tous en déficience en début de saison. Ils les ont complémentés soit 100, soit 200, soit 300, soit 400, soit 500 mg par jour. Vous avez les résultats sur les 3 petits schémas, donc une relation linéaire, c'est-à-dire je prends celui du milieu par exemple. Vous voyez la jump variable, donc la variable saut. Vous avez le saut, ce qu'on appelle le saut squat, le saut de détente le plus classique. Hein, et bien on s'aperçoit que plus on augmente la dose, plus la performance augmente. Donc c'est assez bluffant, hein, de comprendre ça. Les marqueurs du stress oxydatif sont également en baisse lorsqu'on a complémenté en magnésium. Et l'explication évidemment la plus intéressante et la plus importante que donnent les auteurs, c'est que cette augmentation de l'efficacité du couplage contraction-relâchement. Les signes de carence, ils sont très connus. Pas la peine d'aller faire une prise de sang, les signes de carence suffisent largement et le magnésium érythrocytaire n'est pas forcément un très très bon marqueur sanguin. Les crampes nocturnes, les fasciculations, c'est-à-dire les paupières qui se mettent à battre toutes seules, l'engourdissement, les fourmillements, les troubles bénins du rythme cardiaque et les crampes, je les ai notées. La dose quotidienne, 400 mg par jour, c'est ce que tout le monde doit avoir par l'alimentation, par le complément, par le couplage des deux. Dès que vous êtes dans le sport, cette utilisation, elle peut être multipliée par 2, voire 2,5, même certains parlent de 3. Donc, si vous êtes face à un sportif, sport intense, un grand stressé, vous pouvez attaquer directement avec une dizaine de jours à 900 mg. La forme est super importante, elle va dépendre de la symptomatologie. Bien comprendre que tout ce qui est sel inorganique, le magnésium oxydé, le célèbre magnésium marin, c'est la pire des formes. Il est très irritatif pour l'intestin et il a une faible biodisponibilité, comme on peut le voir sur ce schéma. Les meilleures formes seront les formes malates, les formes bisglycénates ou glycérophosphate, qui n'est pas sur ce schéma. Il est également notable de comprendre que les formes vont être en lien avec les symptômes, c'est-à-dire que lorsque vous avez de la fatigue, de l'anxiété ou encore de l'ostéoporose, on choisira plus une forme citrate. Le citrate, c'est une molécule de 3 bicarbonates, donc elles vont tamponner un petit peu le déséquilibre acido-basique et donc améliorer cet équilibre en plus de donner du magnésium pour le cycle de Krebs et donc d'augmenter la production d'énergie. Lorsqu'on est sur un sportif qui a des troubles du sommeil, on partira plus sur du bisglycénate.
puisque la glycine, une fois séparée du magnésium, va agir comme un neurotransmetteur calmant. Et enfin, lorsqu'on est sur des troubles de la mémoire, ce qui est assez rare chez des sportifs, mais pourquoi pas, on utilisera plutôt la forme thréonate, qui va améliorer la mémoire à court terme. Donc, pour conclure sur cet effet ergogénique du magnésium, le magnésium alimentaire va augmenter le statut magnésien. Les athlètes à risque de déficit d'apport, ce sont avant tout les sportifs d'artistique, les sportifs d'endurance et de catégorie de poids. Pense également que la préparation culinaire enlève entre 35 et 70%, détruit 35 à 70% du magnésium. On va avoir également la problématique de l'absorption intestinale, la caféine, l'alcool, les oxalates, les phosphores et tout ce qui est perméabilité intestinale, donc le leaky gut, va diminuer l'absorption intestinale. Donc on aura également une perte magnésienne au niveau des urines. Lorsque l'exercice est intense, lorsqu'on a la chaleur humide, la sueur fait perdre une petite partie du magnésium. La caféine, le stress, la pilule contraceptive augmentent la perte magnésienne par les urines. Donc, au final, notre magnésium, il va servir à la synthèse de l'ATP, donc évidemment pour la contraction musculaire, mais également pour la fatigue chronique de manière générale, hors du cadre sportif. La problématique du contraction-relaxation, plus vous prenez de magnésium, plus la phase de relaxation va être optimale. Le sommeil et l'humeur, la santé osseuse et également la bioconversion des oméga-3 dont je n'ai pas parlé et qui ont un rôle anti-inflammatoire. Au final, un statut magnésien optimal va augmenter la performance sportive. Alors, j'avais prévu de parler un petit peu des troubles digestifs du sportif. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps si je veux un petit peu… Je veux bien déjà que tu puisses répondre. Merci voilà, en tout cas, Guillaume, infiniment. Est-ce que tu peux répondre aux quelques questions là? Et puis après on verra. Je vois que le docteur Rossi est arrivé. Alors, attends, donc, il faut juste que je trouve où sont les questions. Voilà, non mais je te les dicte. Ah d'accord, ok. C'est-à-dire que toi, avec ta vision de naturo spécialisée dans l'accompagnement du sportif, tu nous encourages à supplémenter. L'alimentation ne peut pas suffire. C'est une question de Jessica. Alors, ça dépend de pourquoi. Donc, il y a des choses qui nécessitent un bilan biologique. Comme j'ai dit, la vitamine D3, en période d'hiver comme d'été, il faut complémenter. C'est-à-dire 100%, c'est l'étude, la célèbre étude, j'ai plus le nom qui me vient en tête, de 2008, Suvimax. Voilà, l'étude Suvimax a montré que 100% des gens non complémentés sont en déficit de vitamine D3. Donc, l'hiver, vitamine D3, tous vos athlètes, 2008 minimum, et ensuite on régule par rapport au taux sanguin. Le magnésium, comme j'ai dit, les signes cliniques suffisent à savoir si on a un statut magnésien suffisant. Il faut complémenter chez le sportif pour optimiser sa performance, même sans signe clinique de manque de magnésium. La vitamine C, on l'a vu, c'est l'effet ubiquitaire du stress oxydatif. Donc là, on complémente uniquement si on a un déficit avéré, c'est-à-dire sur bilan biologique. Et donc, pour le bilan biologique, vous avez tous bien compris qu'un professionnel en naturopathie peut tout à fait dire à son client, faites le point avec votre médecin généraliste pour qu'il vous prescrive une analyse sanguine, pour qu'il étudie ce qu'il en est. Nous, en tant que professionnels de l'accompagnement, on ne posera pas de diagnostic, mais c'est le médecin généraliste qui dira, oui, effectivement, il faut partir avec de la vitamine D. Voyez avec votre naturopathe. D'un point de vue médico-légal, c'est la démarche à suivre. Ensuite, Jessica qui pose la question… est-ce qu'on doit porter une attention particulière si c'est un sportif homme, un sportif femme? Oui, alors juste, je reviens sur ce que tu viens de dire. Il y a des laboratoires qui font des bilans spéciaux sportifs stress oxydatif qui sont formidables. Ils sont un petit peu chers, je crois, c'est une centaine d'euros, mais il faut bien comprendre qu'un sportif de haut niveau qui vit de ça, 120 € pour qu'il soit optimal, c'est quand même rien du tout. Et on a toutes les enzymes, etc. Alors oui, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais notamment la déplétion en fer va être un phénomène qu'on retrouve notamment chez les sportifs d'endurance, puisqu'on a un phénomène qu'on appelle d'ischémie-reperfusion, c'est-à-dire que le sang part très vite de l'intestin pour aller vers les muscles et revient très vite. Ça fait des pertes en sang, et donc chez des femmes qui ont des règles abondantes, on va déjà avoir un statut avec très souvent une carence martiale, et ça va être augmenté chez le sportif par ces phénomènes-là. Donc, pour les femmes, c'est surtout le statut en fer qu'il faudra vraiment vérifier. Et est-ce que la prise de magnésium peut prévenir les claquages musculaires, nous demande Sophie? Alors, de manière indirecte, oui.
puisque en fait, ce qu'on va avoir, c'est un cycle relaxation-étirement qui va être optimal avec du magnésium. Le claquage, il a plein de raisons, évidemment, mais dans une des raisons, c'est une contraction trop violente du muscle. Donc, si on optimise de manière indirecte, on aura un effet. Alors, ça, ce n'est pas une garantie, bien sûr, mais c'est qu'on garantit les conditions optimales pour qu'il n'y en ait pas. Parfait. Une question de Christelle qui voudrait avoir ton avis concernant le plasma de Quinton. Est-ce que toi, avec ta vision, il faut donc ne pas recommander de plasma de Quinton ou quelle est ta vision sur la chose? Alors, le plasma de Quinton, c'est intéressant qu'on ait un déséquilibre acido-basique qui est très marqué. Ça peut être intéressant chez une personne sur laquelle on a beaucoup de signes de fuite en minéraux. Ça peut être intéressant. Maintenant, on ne remontera pas suffisamment un statut en magnésium avec de l'eau de Quinton. Ok. Et ensuite, je pense que c'était aussi ce que tu voulais aborder dans les troubles digestifs du sportif et ça va être compliqué. Merci pour ton information d'une grande qualité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta vision du conseil de glutamine pour nos sportifs de haut niveau, s'il te plaît? Alors, ça, c'est très, très bien. Donc, la glutamine, c'est quelque chose qui est super important. Ça va aider dans la relaxation. Ça va permettre d'augmenter la récupération. La seule contre-indication qui est relativement non négligeable, c'est qu'on sait maintenant depuis une dizaine d'années que certains cancers se nourrissent de glutamine, notamment tous les cancers digestifs. Donc, on a le moindre doute, on ne joue pas avec la glutamine. La glutamine, elle a deux intérêts. C'est un acide aminé donc, qui va permettre un petit peu de la réplétion en acide aminé post-entraînement, mais c'est à l'heure actuelle le seul micronutriment dont on sait qu'il a la capacité non pas à reboucher la porosité intestinale, parce que ça, on n'a rien qui le fait, hein, mais à augmenter un petit peu, comment dire, à rendre les cellules épithéliales de l'intestin grêle obèses, donc elles vont techniquement se rapprocher. Donc, quand très souvent on a de la perméabilité intestinale chez un sportif, plus des problèmes de récupération, plus des problèmes éventuellement, comment dirais-je, qu'ils ont du mal à être calmes le soir, etc., la glutamine est intéressante. Minimum 3 grammes, voire 5 grammes. Un conseil que je ne devrais pas dire, mais la glutamine achetée sur un laboratoire santé coûte à peu près 5 à 10 fois plus cher que sur un revendeur de sport. Donc, achetez-les sur chez les revendeurs sportifs. Je ne vais pas donner des marques, mais enfin, voilà, c'est beaucoup moins cher. Non, tu ne vas pas donner de marque, ils ne sont pas partenaires du syndicat, tu ne donnes pas de marque. Ensuite, il y a Soumia qui voudrait poser la question sur la supplémentation. Est-ce que ça peut être considéré comme produit dopant? Comment est-ce que ça se passe pour certains sportifs qui ont un contrôle au niveau dopant? Non, non, non. Aucun complément n'est considéré comme dopant. Même la créatine, qui pendant longtemps avait fait les gorges chaudes, les Anglais auraient utilisé la créatine pour augmenter la masse musculaire de 10 kg. Si vous arrivez à augmenter de 1 kg, vous m'envoyez un petit mail, déjà, ça sera très, très bien. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça marche. Et enfin, et on va conclure là-dessus, ta vision en tant qu'accompagnant pour les sportifs de haut niveau, tu nous as présenté la glutamine et justement le fait que ça puisse un peu refaire ces joints de carrelage, comme on aime dire, au niveau épithélial intestinal. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les probiotiques, s'il te plaît? Alors, j'avais prévu 2, mais effectivement, j'ai été pris un peu par le temps. Donc, si j'ai le temps de montrer, effectivement, je vais essayer juste de faire l'effet ergogénique des probiotiques. Donc, bien comprendre qu'en fait, pour aller très très vite sur les sports d'endurance, on va dézinguer complètement le microbiote lorsqu'on fait des efforts à haute intensité pendant longtemps. Donc, refaire des probiotiques, prendre des probiotiques, il y a des études qui montrent que 4 semaines de probiotiques multisouches augmentent de 10% le temps de tenue à 80% de VO2 max. Ça va réparer les lésions épithéliales, ça va diminuer le phénomène d'ischémie-réperfusion, ça va améliorer l'assimilation des minéraux, calcium, magnésium, fer, zinc, et ça va prévenir l'ostéoporose, notamment chez les athlètes aménorrhés, et ça va augmenter la réponse à l'inflammation et la réponse contre l'immunité. Donc oui, les probiotiques sont fondamentaux chez les sportifs de haut niveau de faire des cures régulières avec beaucoup de souches différentes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le rhamnosus, par exemple, va être très intéressant pour activer les lymphocytes T qui vont être les Treg, qui vont réguler l'immunité pour pas qu'elle explose et qu'elle diminue trop. Donc, il faut travailler sur toutes les souches et on a de très bons effets.
Et puis effectivement, il y a quand même de plus en plus d'études cliniques au niveau des souches de probiotiques pour pouvoir faire diversifier nos conseils au niveau probiotique. Exactement. Il y a une vingtaine d'années, on était quand même beaucoup moins là-dessus, hein, mais on peut assez facilement, depuis 2-3 ans, voir ce qu'il en est pour conseiller au mieux nos sportifs. Tu as plein de personnes qui te remercient de ton intervention qui était très claire et très intéressante. Effectivement, je confirme, on voit, il a assuré pour la vulgarisation, Guillaume, hein, vous avez pas menti, j'ai pas eu besoin de le faire reformuler. Merci infiniment. Comme tous nos conférenciers, ils veulent nous donner plein d'informations, on a du mal à aller au bout. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas comment tu as prévu, mais évidemment, le PowerPoint est disponible et il y a d'autres choses dont je n'ai pas eu le temps de parler. Après, voilà. Alors, ça va être compliqué que j'envoie les 70 PowerPoint de nos conférenciers. D'accord. Voilà. Après, j'ai vu certains naturaux, préparateurs sportifs qui sont là parce que je les connais. Donc, ceux-là, si vous voulez, vous me faites un petit mail et je vous mettrai en lien. Voilà, je pense à Jean-Charles, par exemple, qui s'est appelé Bérénice depuis peu. Mais voilà, t'es très mignonne, Jean-Charles. Donc voilà, donc les préparateurs sportifs naturaux de l'équipe, bien entendu, je pourrais me permettre de donner ta boîte mail, comme ça tu pourras échanger avec eux. Merci infiniment, Guillaume, pour ton intervention. J'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à être des professionnels de la naturopathie compétents pour accompagner nos athlètes et aussi nos sportifs, peut-être moins haut niveau, mais qui ont quand même de grandes demandes.